C'est l'histoire d'un homme seul, face à son destin. Dans quelques heures, il sera un rebelle, un proscrit. Il se changera en hors-la-loi, en déserteur presque, alors qu'il a passé toute sa vie dans la discipline militaire, alors qu'il est général et ministre dans le gouvernement de la République. Ce 16 juin 1940, il doit prendre la décision la plus difficile de sa vie. Le lendemain, Charles de Gaulle s'envolera pour Londres, rompant avec le pouvoir légal, pour relever seul un incroyable défi, refuser la défaite et entamer de l'étranger, démuni de tout, sans appui et presque sans partisans, la reconquête de la France. Comment ce général, à titre provisoire, sous-secrétaire d'État démissionnaire, fugitif et bientôt condamné, va-t-il faire le geste qui lui permettra ensuite d'incarner toute une nation? Comment est-il devenu l'ultime recours de la France en guerre? Charles de Gaulle. Peu de noms dans l'histoire de France résonnent aussi fort que celui-là. Et rares sont les personnages qui, autant que lui, auront si profondément imprimé leur marque sur le pays. Nous connaissons tous sa légende, celle de l'homme qui, seul contre tous, a refusé d'abdiquer devant la barbarie nazie et a conduit avec une détermination jamais démentie la France libre à la victoire finale. Nous avons tous en tête l'appel lancé le 18 juin 1940 à la radio de Londres et renouvelé les jours suivants. Les Français libres n'acceptent pas cette défaite. Cet appel, qui devait changer le cours de l'histoire et faire d'un obscur général l'une des plus grandes figures du XXe siècle, De Gaulle ne l'a prononcé qu'en désespoir de cause, parce que le gouvernement dont il faisait partie depuis moins de 2 semaines était prêt à se soumettre au diktat de l'ennemi. Tout s'est joué en quelques jours, en quelques heures même. Des jours de chaos, durant lesquels se jouait le sort de la guerre. Une guerre qui dure depuis le 3 septembre 1939, plus de 9 mois. Mais durant les 8 premiers mois du conflit, les combats se sont limités à quelques escarmouches entre avant-postes. Et puis brusquement, Hitler est passé à l'attaque. Ce jour-là, l'armée allemande, la Wehrmacht, déclenche sur les Pays-Bas et la Belgique une offensive foudroyante d'un genre nouveau, bouleversant totalement les plans de bataille des Alliés. D'abord, un bombardement aérien intensif, destiné à désorganiser les lignes de défense. Puis, des cohortes de chars d'assaut, déferlant à pleine vitesse sur différents points du front pour le percer. Et par ces brèches ouvertes par le feu et l'acier des panzers, la masse des fantassins s'engouffrant pour encercler et réduire les points de résistance. C'est la Blitzkrieg, la guerre éclair. Les armées belges, britanniques, françaises sont abasourdies par la violence du choc et la rapidité de la progression allemande. En à peine plus d'une semaine, les Allemands ont acculé 1 million d'hommes, français et britanniques, dans la poche de Dunkerque. Le 26 mai, les troupes anglaises ont commencé leur évacuation, qui s'est achevée le 3 juin. Le 6 juin, la Belgique a capitulé. Lille est tombée dans la foulée. La Somme est tombée. Lyon et Marseille ont été bombardés. Le 9, les Allemands atteignent Rouen. Le 10, Paris est déclarée ville ouverte.
La bataille de France ne peut plus être gagnée. Les choix qui s'offrent aux dirigeants français se résument à une alternative tragiquement simple: capituler ou continuer le combat. Deux postures incarnées par les deux hommes qui dirigent encore ce gouvernement agonisant. Le président du Conseil, Paul Reynaud, et son vice-président, le maréchal Philippe Pétain. On emmènera le gouvernement. Lorsque Reynaud a appelé Pétain à la vice-présidence du Conseil, un mois plus tôt, c'était avec l'idée que le vieux maréchal incarnerait à ses côtés l'Union nationale contre l'envahisseur allemand, que son prestige s'imposerait à tous et mettrait fin aux querelles politiciennes qui paralysaient son gouvernement. Mais Pétain, sitôt nommé, s'est au contraire opposé à Reynaud. Il a pris la tête du complot des défaitistes, qui veulent négocier avec Hitler un armistice au mépris des traités qui lient la France à l'Angleterre et interdisent à chacun de ces deux pays de conclure une paix séparée avec l'ennemi. Cet affrontement entre Pétain et Reynaud atteint son paroxysme le 15 juin, Nous allons jusqu'en Bretagne, quand le gouvernement lors sera d'une à des Alger. toutes dernières réunions du gouvernement. Maréchal, il De serait Gaulle, bon que vous vous qui rendiez depuis compte 9 que jours la occupe le France poste de sous-secrétaire doit d'État à la être guerre, sauvée. assiste muet à la scène. Je demande la parole. Monsieur le maréchal. Monsieur le Président, dans les circonstances dramatiques où nous sommes aujourd'hui, mon honneur de soldat m'ordonne de renoncer aux responsabilités. Ah non, vous n'allez pas nous faire ça. Pas dans un moment pareil. Les responsabilités qui m'ont été confiées par ce gouvernement. Seule une demande d'armistice permettrait au pays d'éviter la catastrophe et la ruine. Et pour se relever, il ne pourrait compter que sur lui-même, débarrassé de ses alliés, qui ne nous ont pas assez soutenus dans la guerre. Mon devoir, ces conditions n'étant pas réunies, est donc de vous présenter sans délai ma démission. Ce que veut Pétain, c'est préserver ce qui reste encore de l'armée, quitte pour cela à laisser à l'ennemi une partie du territoire national et à sacrifier la République qu'il n'aime pas. Reynaud, au contraire, est partisan de la lutte. Bien avant la guerre, il a dénoncé avec lucidité le danger que l'hitlérisme faisait peser sur les démocraties, sans être entendu. Il n'a accédé au pouvoir qu'en mars 1940. Mais il est déjà épuisé, découragé, cerné de toutes parts par les défaitistes. Jusqu'à sa compagne, Hélène de Portes, qui manœuvre dans l'ombre et le pousse à céder. Elle impose sa présence jusque dans le Conseil des ministres. Monsieur le vice-président, puisque vous nous présentez ici une demande écrite, vous comprendrez que je me doive de vous répondre par écrit. Nous discuterons de votre démission plus tard. Et je vous demande de vous rasseoir pour que nous puissions continuer. Non, je suis debout, je le reste. Maréchal, asseyez-vous. Non, je ne m'assieds pas. De toute façon, nous ne pouvons pas engager de conditions d'armistice sans consulter nos alliés. Nous les avons déjà sollicités à ce propos et nous attendons une réponse de Londres d'une heure à l'autre. Je propose donc de remettre cette réunion à plus tard. Disons à 16 heures. Messieurs, je ne vous retiens pas. Ce que voit De Gaulle le rend furieux, même s'il n'en laisse rien paraître. D'autant plus furieux que depuis la fin des années 20, il a milité pour une autre doctrine militaire, une stratégie plus offensive, prédisant le pire si on ne l'écoutait pas. Personne n'a voulu l'entendre, et le pire est advenu. Depuis toujours, De Gaulle rêve de sauver la France. À 15 ans, il écrit une fiction dont il est le héros et qui raconte l'histoire de la chute du pays et de son sauvetage. Fils de la bourgeoisie lilloise, catholique, sociale et patriote, le jeune Charles de Gaulle choisit l'armée. Il entre à Saint-Cyr et commence une carrière d'officier.
Sa première affectation en 1912, le 33e régiment d'infanterie, stationné à Arras, est commandé par le colonel Philippe Pétain. C'est la première rencontre entre les deux hommes que le destin va réunir puis opposer 4 décennies durant. Tout de suite, Pétain apprécie De Gaulle, qu'il admire. Le jeune homme est brillant, ombrageux, cultivé, taciturne et sûr de lui. Tout, chez ce jeune lieutenant, annonce déjà une carrière brillante, comme en attestent ses premiers états de service. Officier qui s'annonce très bien et promet beaucoup à encourager et à suivre. Habile conférencier, ne mérite que les plus grands éloges, mérite de fixer l'attention. Il lui reste pourtant une épreuve à franchir, celle du feu. Dès le début du conflit, le lieutenant De Gaulle démontre un grand sens du devoir, appuyé sur un réel courage physique. Le 15 août 1914, 12 jours à peine après l'entrée en guerre, il a une jambe fracturée par une balle lors d'un assaut en Belgique. Sept mois plus tard, il est à nouveau blessé, cette fois à la main gauche. Et en mars 1916, il est transpercé d'un coup de baïonnette et porté sur la liste des morts au champ d'honneur. Mort, non. Prisonnier seulement. Il s'évade 5 fois. Il est toujours repris avant d'atteindre les lignes françaises. Et il finit la guerre dans les camps du Kaiser. Entre ces évasions, il meuble le temps de ce qu'il appelle un lamentable exil, en donnant des conférences sur la stratégie militaire à ses compagnons d'infortune. Revenu en France, il monte vite les échelons de la hiérarchie. Affecté à l'état-major, il donne des conférences remarquées à l'école de guerre. Sa théorie, le retour de la guerre de mouvement, comme à l'époque des grandes charges de cavalerie napoléonienne, qui ouvrait une brèche dans les lignes adverses par où pouvait s'engouffrer la masse des fantassins. À ceci près, dit-il, que les chars remplacent désormais les cavaliers, avec une puissance de feu autrement dévastatrice. Il plaide avec tant de passion pour la constitution d'un corps d'armée professionnel, motorisé, blindé, appuyé par l'aviation, qu'on le surnomme le colonel Motor. Mais il prêche dans le désert. Ses thèses avant-gardistes suscitent la méfiance de ses supérieurs, agacés aussi par son côté raisonneur et tranchant, qui passe souvent pour de l'arrogance. Pire encore, dans les 4 livres qu'il publie entre 1924 et 1938, il défend l'idée que c'est le pouvoir politique qui doit en toutes circonstances imposer sa volonté aux états-majors. Une hérésie, à une époque où des chefs militaires dictent leur choix au gouvernement qui se succèdent sans fin. Des choix qui se résument à cette incantation inlassablement martelée. La stratégie qui nous a donné la victoire en 1918 est la seule qui vaille. Et c'est en creusant des tranchées, en tenant coûte que coûte des positions fortifiées tant bien que mal, que s'est jouée cette victoire. Pas en déferlant sabre au clair sur les lignes ennemies. Et justement, la France s'est dotée du plus formidable réseau de fortifications jamais construit, la ligne Maginot, qui doit stopper net l'ennemi. Dans la ligne Maginot, seuls les organes de feu et de guet affleurent à la surface, tout en restant invisibles. Des collines entières ont été percées de galeries et de chambres jusqu'à des profondeurs insoupçonnées. Celle-ci constitue une des réalisations les plus importantes du siècle. Elle est une des pièces capitales du système défensif français
et seconderait efficacement en cas d'invasion toutes les armes chargées de la protection du territoire. Pourquoi, dès lors, perdre son temps à constituer ces divisions motorisées, faites pour l'offensive, que réclame à corps et à cri cet hurluberlu irritant de colonel de Gaulle? Parce que, répond-il dans son livre Vers l'armée de métier, publié en 1934, les fortifications de la ligne Maginot ne protègent que la frontière avec l'Allemagne. Or, en 1914, c'est en passant plus au nord par la Belgique que les armées allemandes avaient attaqué. Cette trouée dans l'enceinte est l'infirmité séculaire de la patrie, écrit-il. Dans ce mortel boulevard, nous avons enseveli le tiers de notre jeunesse. Selon Albert Speer, ministre de l'armement de Hitler, celui-ci aurait à maintes reprises répété qu'il avait lu et relu le livre du colonel de Gaulle et qu'il y avait beaucoup appris. En France, seul Paul Reynaud défend à l'Assemblée nationale les points de vue développés par de Gaulle, réclamant que l'armée française s'équipe en masse de chars et d'avions modernes. Mais personne ne le suit. Les dirigeants français se veulent pragmatiques, réalistes, pacifiques. Ils ne sont que frileux, pusillanimes, et refusent de voir le danger allemand. Leur aveuglement les conduira à laisser Hitler imposer sa loi à l'Europe entière, jusqu'à faire basculer le monde dans la guerre la plus meurtrière de l'histoire. En mars 1936, Hitler installe la Wehrmacht en Rhénanie. C'est une violation manifeste du traité de paix de 1918, qui interdit à l'Allemagne de faire stationner la moindre troupe dans cette région qui borde la frontière française. L'Angleterre ne réagit pas. Le gouvernement français se dit choqué, mais ne fait rien. 2 ans plus tard, les troupes allemandes pénètrent en Autriche. Le pays est purement et simplement annexé au Reich hitlérien. Le Premier ministre anglais, Neville Chamberlain, déclare « Ce n'est pas le moment de prendre des décisions hâtives » et ne fait rien. En France, le sentiment qui domine est le même, pas de vague. Après tout, si c'est le prix de la paix, les Autrichiens peuvent bien devenir Allemands. 6 mois encore, et Hitler s'attaque à la Tchécoslovaquie. Il impose aux démocraties les calamiteux accords de Munich, qui lui reconnaissent de fait le droit d'annexer les régions peuplées de minorités allemandes. En 1939, c'est au tour de la Pologne de se voir lancer un ultimatum inacceptable. Au nom de la minorité allemande de Prusse orientale, Hitler exige que lui soit cédée une portion du territoire polonais. Cette fois, le morceau est trop gros. La France et l'Angleterre, liées par un traité d'assistance à la Pologne, ne peuvent plus reculer. C'est la guerre. Ou plutôt, la drôle de guerre. Britanniques et Français d'un côté, Allemands de l'autre, s'observent de part et d'autre du Rhin, des mois durant. La presse anglaise parle de fausse guerre et la propagande allemande de guerre assise. Pourtant, dans les premiers jours du conflit, alors que l'essentiel de la Wehrmacht était encore mobilisé sur le front polonais, les troupes françaises avaient lancé une offensive en Allemagne, sur la Sarre. Elles n'avaient rencontré aucune résistance et avaient facilement pénétré les défenses ennemies. Que se serait-il passé si les Alliés avaient poussé leur avantage? Nul ne le saura jamais. Car après 3 jours d'offensive, le général Gamelin, qui dirige l'état-major français, fait sonner la retraite. Les troupes se replient derrière la ligne Maginot et attendent sagement l'attaque allemande. Une erreur incroyable qui conduira plus sûrement que tout autre à la défaite de mai 1940. Pourquoi? Parce que Gamelin, qui avait été l'un des artisans de la victoire en 1918, était aussi l'un des partisans les plus acharnés de la stratégie défensive. Mais son prestige était considérable, et personne n'aurait osé remettre en cause ses choix. Jusqu'à ce qu'Hitler
déclenche le feu de la Blitzkrieg sur la Belgique. Comme l'avait pressenti le colonel de Gaulle des années plus tôt, les Allemands lancent leur attaque au nord, sur ce mortel boulevard belge, et contournent les défenses alliées. Aussitôt, les armées françaises et anglaises se portent vers le nord, à la rencontre de la Wehrmacht, pendant que dans leur dos, à travers les Ardennes, les divisions blindées allemandes lancent une seconde offensive meurtrière qui les prend à revers. Gamelin est limogé, et l'on fait revenir en toute hâte le général Maxime Weygand, en poste en Syrie, pour le remplacer. Weygand, une autre figure de la Grande Guerre, qui lui aussi est dépassé par la violence et la rapidité de l'attaque allemande. Il comprend pourtant qu'un changement radical de stratégie est nécessaire pour sauver ce qui peut encore l'être. Furieux, consterné, De Gaulle a assisté à l'application par l'ennemi des théories qu'il a défendues en vain depuis plus de 10 ans. Ainsi, seul contre tous, il avait raison. La belle affaire. Ce dont le pays a besoin en ces heures dramatiques, ce n'est pas d'un militaire original qui a eu raison avant les autres. C'est d'un nouveau Clémenceau ou d'un autre Napoléon. Ce qu'il faut à la France, c'est un homme providentiel. Son heure viendra. Mais pour l'instant, c'est sur le champ de bataille que Charles de Gaulle doit s'illustrer. En pleine débâcle, il est nommé à la tête d'un groupement de chars où il va pouvoir enfin mettre en pratique ses thèses. Sa mission, ralentir l'avance des armées allemandes qui foncent vers la mer, en les attaquant par le flanc avec sa division blindée. Entre le 4 et le 17 mai, De Gaulle rassemble ses troupes. 85 chars disparates, sans soutien logistique, sans ravitaillement en essence, sans matériel radio. Malgré cela, le 17 au matin, il lance ses troupes au travers des lignes allemandes, en direction d'un village de l'Aisne, Montcornet. Les premiers chars occupent le village, mais ne peuvent pousser leur avantage, faute de carburant. Les Allemands ripostent, les Français reculent. De Gaulle lance alors une seconde attaque et envoie les unités de fantassins dont il dispose réduire les poches de résistance. Sa division blindée, faite de briques et de broc, atteint son objectif. À Montcornet, les chars de Gaulle remportent un succès tactique qui démontre la pertinence de ses vues. Au combat, De Gaulle est impavide, exigeant, froid et cinglant avec ses subordonnés. Mais l'armée française est déjà débordée. Isolé, pilonné par l'aviation allemande, le colonel De Gaulle fait sonner la retraite. C'est alors que Paul Reynaud décide de l'appeler auprès de lui. De Gaulle, élevé provisoirement au grade de général de brigade, est nommé sous-secrétaire d'État à la guerre. Sa mission ? Organiser la résistance de l'armée française. Mais on est en plein désastre. Il faut parer au plus pressé et se contenter de limiter les dégâts. Cinq jours plus tard, le gouvernement quitte Paris qu'on ne peut plus défendre. De Gaulle plaide sans relâche pour la résistance, mais le parti du compromis avec Hitler gagne chaque jour du terrain. Weygand lui-même, ce héros de la guerre de 14, commence à suggérer un armistice. Et Winston Churchill adjure les Français de continuer le combat. Nous n'avons pas encore perdu. Nous avons derrière Winston nous... Churchill, le charismatique Premier ministre britannique, n'a accédé au pouvoir que des mois après la déclaration de guerre, beaucoup trop tard. Nous sommes plus forts que les Allemands sous la mer. Et comme De Gaulle,
Il est convaincu qu'il faut coûte que coûte continuer le combat, ou accepter de voir l'Europe entière sous la botte des nazis. Cette réunion du 11 juin, c'est lui qui l'a provoquée, pour obtenir des Français l'assurance qu'ils ne laisseront pas l'Angleterre seule face à Hitler. Nous devons nous battre et nous battre encore. De Gaulle prend alors la parole. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, si vous le permettez... Il expose un plan audacieux qui permettrait, s'il était exécuté rapidement, de reprendre l'initiative. Et d'assurer la pérennité de l'État. Il propose d'organiser un repli stratégique de toutes les forces alliées encore en état de combattre vers la Bretagne, pour en faire une forteresse, d'où serait ensuite conduite la reconquête du territoire. C'est ce que j'ai appelé la stratégie du réduit breton. Nous avons encore... Si l'offensive allemande a été aussi efficace, c'est parce que les troupes alliées étaient dispersées sur une ligne de front de plusieurs centaines de kilomètres. Mais massées en Bretagne, adossées à la mer, protégées par la flotte et ravitaillées depuis les colonies, les troupes franco-anglaises ne pourraient plus être encerclées. Et les Allemands ne pourraient donc plus imposer leur blitzkrieg. En Bretagne. Et une fois prêts, nous passerions à l'attaque vers l'Est. Quant au gouvernement, il embarquerait pour Alger, d'où il pourrait organiser la défense et la reconquête à l'abri de l'avancée des troupes allemandes. Un plan simple et audacieux, mais que refusent l'état-major et les partisans de l'armistice, Pétain en tête. Churchill, quant à lui, est impressionné. De Gaulle et Churchill, deux géants qui pour la première fois se confrontent. Ils ont en commun un passé militaire, une volonté de faire, une vision claire de la situation et des enjeux. Ils partagent un humour féroce, le goût des livres et de l'histoire, et un talent littéraire incontestable. À l'issue de cette première entrevue, De Gaulle notera « L'impression que j'en ressentis m'affermit dans ma conviction que la Grande-Bretagne, conduite par un pareil lutteur, ne fléchirait certainement pas. » Et de Gaulle, Winston Churchill dira plus tard « De Gaulle, un grand homme ? Il est arrogant, il est égoïste, il se considère comme le centre de l'univers. Oui, vous avez raison, c'est bien un grand homme. » Durant les 4 années qui vont suivre, ils vont être amenés à se côtoyer de façon quasi permanente. Une relation orageuse, pleine d'éclat, mais qui jamais ne se départira d'un respect mutuel, teinté d'admiration. Mais pour l'heure, rien n'est encore tranché et tout est possible. Un nouveau rendez-vous est fixé entre le gouvernement français et le Premier ministre britannique 2 jours plus tard, à Tours. Ce jour-là, Paris est déclarée ville ouverte. Aucune résistance militaire ne sera opposée aux envahisseurs afin d'épargner la ville et ses habitants. Le gouvernement français qui s'apprête à quitter Tours pour Bordeaux bruisse des rumeurs les plus folles. Une insurrection communiste aurait éclaté dans la capitale. Des barricades seraient érigées dans les rues. Des tribunaux populaires prononceraient à tour de bras des condamnations à mort. Il faudra plusieurs heures pour arriver à joindre par téléphone le préfet de Paris, qui, resté sur place, démentira. Les rues sont désertes et la population, terrée derrière ses fenêtres closes, attend dans l'angoisse l'entrée des Allemands dans la ville. Déjà, les premiers éléments d'avant-garde de la Wehrmacht ont été aperçus dans certains quartiers. L'ambiance est électrique. Cerné de toutes parts par les défaitistes, Reynaud est contraint de demander à Churchill ce que ferait l'Angleterre si la France abandonnait le combat. Winston, le gouvernement français n'oublie pas l'engagement solennel qu'il a pris de ne pas signer de paix séparée. Mais nous n'avons plus la force de lutter sur le territoire. Notre armée est brisée. L'Angleterre, au vu de tous les sacrifices déjà accomplis par le pays, pourrait-elle envisager de nous libérer de cet engagement? Il faut nous donner des temps, mes amis. Il faut vous battre à Paris, puis derrière Paris. En Provence, sous la mer, le gouvernement britannique a la volonté de briser Hitler et tout son régime. Donc, la guerre continuera et ne se finira que par notre destruction ou notre victoire. Voilà.
C'est ma réponse à votre question. Prenant de Gaulle à part à la sortie de la réunion, il lui aurait alors soufflé. Vous êtes l'homme du destin. L'a-t-il vraiment dit? Des années plus tard, de Gaulle admettra ne pas s'en souvenir. Mais une chose demeure certaine ce jour-là, quelque chose s'est passé entre Charles de Gaulle et Winston Churchill, qui poussera bientôt le premier à s'embarquer pour l'Angleterre et le second à l'accueillir comme le seul représentant légitime du gouvernement français. Mais pour le moment, de Gaulle n'est pas le militaire le plus influent à siéger au gouvernement. C'est le vieux maréchal Pétain, âgé de 84 ans, mais fort de sa popularité auprès des Français, qui a les cartes en main. L'affrontement de Gaulle-Pétain vient de commencer, ou plutôt, cet ancien conflit atteint son paroxysme. Avant 1914, Pétain, lui aussi, professait des doctrines originales. Alors que l'état-major en était resté aux conceptions napoléoniennes de la guerre de mouvement, projetant en masse des soldats à l'assaut des positions ennemies, Pétain avait compris que les armes modernes avaient changé la donne. Le feu tue, disait-il. En 1914, à quelques mois de la retraite, il est rappelé et se fait remarquer par son sang-froid. Il est nommé commandant en chef à Verdun et met en application ses principes défensifs. Il contient les Allemands, en épargnant autant que possible ses soldats, se gagnant une popularité éclatante dans l'opinion. Il sera désormais le vainqueur de Verdun. Qu'importe si Clémenceau le juge pessimiste jusqu'à l'insupportable. En novembre 1919, c'est lui qui mène sur un cheval blanc le défilé de la victoire le long des Champs-Élysées. Il sera ensuite chef de l'état-major, puis ministre de la guerre. Il restera cependant à l'écart du jeu politique, et personne ne devinera à quel point il déteste la République, qu'il juge faible et corrompue. D'ailleurs, dès 1939, il fera figure de recours face à une classe politique largement discréditée. Paradoxalement, Pétain, chef des armées, s'était souvenu du jeune sous-lieutenant plein de morgue dont il avait été le chef de corps en 1912. C'est lui qui avait promu ce jeune officier, déjà devenu colonel, aux idées originales, qui tranchaient sur la masse conformiste des militaires. C'est Pétain qui impose de Gaulle pour 3 conférences à l'école de guerre sur la philosophie du commandement. C'est Pétain qui dit du bien des livres du colonel Motor. C'est Pétain, enfin, qui demande à de Gaulle de l'aider à rédiger un ouvrage de réflexion sur la France et son armée. De Gaulle accepte et devient en quelque sorte le nègre du maréchal. Mais quand le texte est prêt, Pétain prétend le signer seul, ce qui met de Gaulle en rage. Le colonel écrit des lettres cinglantes au maréchal, qui renonce finalement à publier l'ouvrage. De Gaulle reprendra plus tard le texte pour publier une nouvelle version sous son nom. Les 2 hommes sont brouillés, malgré une estime réciproque. Pourtant, 7 ans plus tard, de Gaulle dédiera à son vieux mentor son livre « Le fil de l'épée ». Ce jour-là, alors que les combats continuent en province, les Allemands défilent en vainqueurs sur les Champs-Élysées. Le matin, le gouvernement français a quitté Tours dans la panique, pour s'éloigner encore de la capitale et rejoindre Bordeaux. Paul Reynaud, harcelé par les partisans de l'armistice, est hagard, impuissant à imposer la poursuite de la guerre. Déjà, on parle au sein de ce gouvernement qu'il est censé diriger de s'en remettre à Pétain et à lui seul. On dénonce sans relâche le manque de soutien de l'allié britannique. On accuse aussi les ennemis de l'intérieur, en premier lieu les communistes et aussi, déjà, les juifs. À droite, certains murmurent même qu'une victoire de l'Allemagne nazie permettrait d'en finir avec cette république corrompue livrée aux partis de l'étranger, athées et enjuivés. Découragé, alors qu'il roule vers Bordeaux, noyé dans le flot sans fin des réfugiés qui fuient vers le sud, de Gaulle songe à démissionner.
il ne veut pas que son nom reste associé à la capitulation qui semble à chaque heure plus inévitable. Sitôt arrivé, il se rend à la préfecture maritime, où s'est installé Paul Reynaud, et le met au pied du mur. Vous ne pouvez plus rester ici. Il faut gagner Alger au plus vite. Êtes-vous prêt, oui ou non, à y aller? Oui. Dans ce cas, je file à Londres dès demain, organiser la suite avec les Anglais. Où vous trouverai-je? Vous me retrouverez à Alger. La nuit suivante, De Gaulle quitte Bordeaux et se rend en Bretagne. Dans l'après-midi du 15 juin, il parvient à embarquer sur un contre-torpilleur de la Marine nationale. Durant la traversée vers les côtes anglaises, il demande au capitaine qui le commande « Accepteriez-vous de continuer le combat sous le drapeau britannique ?» L'officier répond que non, il ne se battrait pas pour les Anglais. De Gaulle soupire et lâche « Croyez-vous qu'il soit drôle aujourd'hui d'être le général de Gaulle ?» C'est dans cette sombre humeur que De Gaulle débarque à Londres au matin du 16 juin. Il ne le sait pas encore, mais il a ce jour-là rendez-vous avec l'histoire. À son arrivée, il est attendu par un diplomate français, Jean Monnet, qui depuis le début du conflit a en charge la coordination franco-anglaise en matière d'industrie de guerre. Industriel et banquier reconverti dans la diplomatie, Jean Monnet est un personnage atypique dans le paysage politique français. Après la Grande Guerre, il a été l'un des concepteurs de la Société des Nations, dont il a d'ailleurs été aussi le secrétaire général adjoint. Monnet défend depuis toujours l'idée d'un monde dépassant les antagonismes nationaux, où les rapports entre pays seraient régis par le droit international. Et déjà, il rêve de ce qui sera l'œuvre majeure de sa vie, la création des États-Unis d'Europe, qui apporterait paix et prospérité à ce continent ravagé par des guerres incessantes. Et ce qu'il vient proposer à De Gaulle en ce jour dramatique pourrait être le prélude à la réalisation de ce rêve. Un projet d'union immédiate, pure et simple, de la France et du Royaume-Uni, fondu en une seule et même nation. Il faut, dit Monnet, que De Gaulle convainque Churchill que cette union est la seule solution pour empêcher une demande française d'armistice. Une idée folle, alors que la France est au bord de l'effondrement et que l'Angleterre se prépare au désastre. Tellement folle que Sir Winston Churchill propose immédiatement à son cabinet de guerre de l'adopter séance tenante. À 16 h, lorsque la réunion extraordinaire du cabinet de guerre s'achève, un document intitulé « Projet de déclaration sur l'Union franco-britannique » est rédigé pour être transmis au gouvernement français. On peut y lire « Les deux gouvernements déclarent que la France et la Grande-Bretagne ne seront plus à l'avenir deux nations, mais une seule, Union franco-britannique. Tout citoyen français jouira immédiatement de la citoyenneté en Grande-Bretagne. Tout sujet britannique deviendra un citoyen de la France. L'Union concentrera toutes ses énergies contre la puissance de l'ennemi, où que se livre la bataille. Et ainsi, nous vaincrons. Des ressources sans limite, une flotte invincible. Bien sûr, il faudra des mois, des années peut-être, pour que tous les problèmes juridiques et politiques soient réglés. Mais en attendant, il ne pourrait plus être question de paix séparée avec l'Allemagne. Un peu avant 17 h, De Gaulle appelle Paul Reynaud depuis le bureau de Churchill, au 10 Downing Street. Monsieur le Président, c'est une chance unique. Peut-être la dernière. Le gouvernement britannique, lui annonce-t-il, approuve le projet d'union entre les deux pays. Il faut maintenant que le gouvernement français en fasse autant. De Gaulle, vous vous rendez compte de ce que vous proposez? De tout ce que ça signifie? Monsieur, le temps presse. Il nous faut être audacieux ou disparaître. Churchill prend alors le combiné. My dear Paul, écoutez-moi. La seule chose qui compte à cet instant, c'est de ne pas céder et de continuer le combat. Reynaud s'y engage. Il demandera dans les heures qui viennent à son gouvernement
de ratifier le projet Monnet. Dans les minutes qui suivent, De Gaulle repart pour Bordeaux, à bord d'un avion mis à disposition par Churchill. Il veut le plus vite possible être auprès de Reynaud pour le soutenir. À quoi pense-t-il donc, ce général à titre provisoire, sous-secrétaire d'État à la guerre dans un gouvernement qui ne rêve que de capituler, alors qu'il vole à travers les nuages vers la cité bordelaise? Croit-il vraiment à cette union franco-britannique? Croit-il seulement que Paul Reynaud arrivera à convaincre le gouvernement français d'y souscrire? Non, probablement pas. Mais comme Winston Churchill, il pense que cette tentative repoussera de quelques jours la capitulation française, laissant à Reynaud le temps de gagner l'Algérie et d'appeler à continuer la lutte par tous les moyens. Prémonition? À son arrivée à Bordeaux à 21h30, le 16 juin 1940, De Gaulle demande au pilote de son avion de ne pas repartir pour Londres, mais de l'attendre, au cas où. Qui est diplomate à Londres? Ce que De Gaulle ignore encore, c'est que Paul Reynaud a tenu parole et présenté le projet Monnet au gouvernement, et que la réaction de celui-ci a été sans appel. Reynaud voulait-il donc à ce point être anglais? Voulait-il que la France ait Londres pour capitale et ne soit plus à l'avenir qu'un protectorat britannique? Non, non et non, jamais le gouvernement n'accepterait cela. Et cette proposition insensée montrait bien quelle valeur accorder à l'alliance anglaise. Mieux valait encore se fier aux Allemands, en leur demandant quelles seraient leurs conditions pour que les combats cessent. Lorsque le conseil s'acheva à 19h, Paul Reynaud présenta sa démission. Je vous présente solennellement ma démission. Elle fut aussitôt acceptée. Il n'irait pas à Alger pour continuer la guerre. Et alors même que De Gaulle prenait connaissance de cette démission sur le tarmac de l'aérodrome, à 22h, le président de la République, René Lebrun, demandait au maréchal Pétain de former un nouveau gouvernement. Les jeux étaient faits, la France acceptait sa défaite. Lorsqu'il rencontre Reynaud pour la dernière fois quelques minutes plus tard, De Gaulle le trouve comme soulagé d'un fardeau insupportable et ne pensant plus qu'à s'éloigner d'un monde livré au chaos. De Gaulle lui fait alors part de la décision qui désormais s'impose à lui. Il repartira dès le matin pour l'Angleterre, d'où il poursuivra la lutte avec tous ceux qui, parmi les Français, refusent la capitulation. Reynaud lui souhaite bonne chance et lui fait remettre 100 000 francs sur les fonds secrets du gouvernement. 100 000 francs, un avion anglais et les vestiges disparates d'une armée vaincue, c'est tout ce dont Charles de Gaulle dispose au soir du 16 juin pour affronter son destin. En choisissant l'exil, Charles de Gaulle prend un risque immense. Il le sait, son départ fera de lui un déserteur, un traître, un séditieux aux yeux du nouveau gouvernement. Dans quelques semaines, ce gouvernement prononcera d'ailleurs sa condamnation à mort. Pourtant, à compter de cet instant, plus jamais le moindre doute ne l'effleurera jusqu'à l'effondrement de l'Allemagne nazie. Les vaincus, dira-t-il, sont ceux qui acceptent la défaite, et il n'est pas de cela. Sans doute cet état d'esprit est le fruit de tout son parcours dans l'armée et d'une pensée politique profondément originale pour l'époque. Catholique pratiquant, il a pourtant fréquenté les milieux socialistes et radicaux. Avant la Grande Guerre, il a même assisté à plusieurs meetings de Jaurès qui le fascinaient. Son principal instructeur à Saint-Cyr était d'ailleurs Dreyfusard et socialiste. Dans les années 30, il a noué des relations informelles avec un grand nombre de personnages politiques de tous bords, sans jamais toutefois s'engager clairement dans une voie idéologique précise. Peut-être est-ce parce que son intérêt pour la politique se fonde d'abord sur une analyse des rapports géopolitiques, du jeu diplomatique et de la stratégie à long terme, plutôt que sur l'idéologie défendue par tel ou tel parti. Dans la débâcle, De Gaulle semble seul, avec Winston Churchill en Angleterre, à avoir une vision claire de ce qu'est le conflit qui vient à peine de commencer, un conflit mondial, globalisé, qu'à long terme l'Allemagne hitlérienne ne peut que perdre, parce qu'inévitablement, elle devra se confronter aux puissances américaines et soviétiques. C'est le sens de l'histoire. À 9h du matin, De Gaulle quitte la France à bord de l'avion anglais prêté par Winston Churchill. Le vol qui dure 4 heures est agité. Au-dessus de Paimpont, où sa mère est hospitalisée, De Gaulle note que la forêt est en flammes. C'est la dernière image qu'il emporte de France. À cet instant, écrira-t-il dans ses mémoires,
il se sent comme un homme seul qui a décidé de traverser un océan à la nage. Sa situation est pathétique. Il est seul, sans autre légitimité que celle que voudront bien lui accorder les Britanniques. En France, il est encore un quasi-inconnu aux yeux de l'opinion. Il n'a ni ressources ni troupes pour continuer le combat. Plus de 100 000 soldats français ont bien été évacués depuis Dunkerque, à la fin mai. Mais il n'a pas autorité sur eux, et dans leur immense majorité, ils attendent, hagards, la signature de l'armistice pour regagner le continent et tout simplement rentrer chez eux. De Gaulle commence pourtant à rédiger un appel à poursuivre le combat, qu'il diffusera à la radio. Churchill a promis de le laisser parler à la BBC. Ensemble, ils ont convenu qu'il prendrait l'antenne une fois que la demande française d'armistice serait officielle. Ce sera fait en fin d'après-midi, lorsque la voix du maréchal Pétain résonnera sur les ondes de la radio française. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. L'heure est venue pour De Gaulle d'entrer dans l'histoire. Tout pourtant a mal commencé ce matin-là. Au sein du gouvernement anglais, tout le monde ne partage pas la détermination de Winston Churchill à continuer la guerre contre l'Allemagne. Certains, au premier rang desquels Lord Halifax, ministre des Affaires étrangères, voient dans la capitulation française l'occasion de négocier un armistice qui, pour n'être pas glorieux, éviterait tout au moins le pire, l'invasion des îles britanniques par cette redoutable Wehrmacht, que rien ne semble être en mesure d'arrêter. Et puis le gouvernement de Pétain est le seul légitime. Pourquoi dès lors tendre le micro de la BBC à ce général de Gaulle qui ne représente que lui-même? Mais Winston Churchill est un Premier ministre têtu. L'un après l'autre, il convaincra tous les membres de son cabinet de guerre de laisser de Gaulle prononcer son appel. Il lui faudra pour cela l'après-midi entière et des trésors de diplomatie. Et tous, ou presque, exigeront que de Gaulle adoucisse le propos de son texte pour ménager Pétain, chef légitime du gouvernement français. Au fil de la journée, de Gaulle réécrit donc son discours à plusieurs reprises, avant de le dicter à Élisabeth de Miribel, une secrétaire de l'ambassade de France qui, la veille, a décidé de rejoindre ce qui n'est pas encore la France libre. À 18 h, enfin, de Gaulle se tient, son texte à la main, devant un micro de la BBC. Personne encore ne mesure l'importance du moment. L'appel ne sera d'ailleurs même pas enregistré. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Cet appel,
très peu l'ont entendu en France. Et plus rares encore sont ceux qui, sur le coup, y ont répondu. Mais comme il l'avait promis, De Gaulle l'a renouvelé inlassablement les jours suivants. Croyons que l'honneur des Français... La presse anglo-saxonne l'a relayé. En France, le bouche à oreille s'en est emparé. Et peu à peu, au fil des mois, des années, la résistance française, dont le nom avait été cité pour la première fois ce 18 juin 1940 au micro de la BBC, est devenue une réalité. Peu à peu, le nombre des Français libres a cru. Peu à peu, la résistance intérieure s'est organisée. La Russie soviétique, puis les États-Unis d'Amérique, sont entrés en guerre contre l'Allemagne. La guerre est devenue mondiale, comme l'avait annoncé De Gaulle dans son appel. Et la formidable puissance mécanique mise en œuvre par les Alliés a fait ployer le Reich. Au moment du débarquement de Normandie, les forces françaises libres et les forces françaises de l'intérieur comptaient plus de 500 000 combattants, présents sur tous les fronts, en Asie, en Afrique, en Europe de l'Est, au sol, sur mer et dans les airs. Et le 26 août 1944, après plus de 4 années d'exil et de lutte, alors même que le combat contre l'Allemagne nazie continuait, le général de Gaulle, le paria, le traître, le déserteur, descendait les Champs-Élysées en vainqueur, acclamé par une foule en liesse. L'épopée gaulliste a sonné le réveil d'une partie des Français. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est le président Roosevelt qui a joué ce rôle. C'est sur ce formidable personnage que s'achèvera la semaine prochaine la série conçue par Laurent Geoffrin et Laurent Porte. Elle montre comment le président américain a su préparer activement la guerre tout en maintenant une position apparemment neutre, voire pacifiste. Il a habilement endormi les ennemis du pays, mais aussi sa propre opinion publique. Alors rendez-vous dimanche prochain pour le jour où Roosevelt a choisi la guerre, à 22h30, sur France 5 bien sûr.